Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau de conférence dédié à la restauration boulangère. Alors on a une opportunité incroyable d'évoquer la boulangerie-pâtisserie comme vecteur d'information sur le snacking et aussi également comme perspective pour donner des nouveaux enseignements à la restauration rapide d'aujourd'hui. Parmi nous, on a des nouveaux acteurs et des nouveaux intervenants et qui vont nous témoigner de l'intérêt de la boulangerie-pâtisserie et de leur offre. On a parmi nous Wafa Lamri de la Fournée d'Augustine et puis également Géraldine Porcher de la société Mes Conseils. Et qui va nous rejoindre dans quelques temps parce qu'il est un peu pris dans les embouteillages, Randolph Landemaine, le patron fondateur de la maison Landemaine. Quand je suis boulanger-pâtissier et que j'ai déjà une offre déjeuner, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a deux étapes? Première étape, c'est d'intégrer complètement l'offre déjeuner dans son quotidien. Et la deuxième, c'est de la faire étoffer ou oui. de la faire évoluer. C'est pas trop difficile, ça? Oui, de la faire évoluer. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas dans ce que je préconise, c'est d'avoir des nouveautés, d'avoir des exclusivités, des produits qui sont sur des périodes courtes, qui donnent envie de revenir. Et effectivement, comme disait Wafa, un plat du jour qui change tous les jours, ça a vraiment son intérêt. La clientèle de boulangerie, elle est fidèle, elle revient très régulièrement. On peut tout à fait avoir tout type de personnalité qui vient, de l'ouvrier au cadre. Donc il faut trouver effectivement des sandwichs qui peuvent correspondre à tout type de clientèle. On aborde un autre sujet sur cette partie-là, c'est plutôt la partie promotion, disons. Oui. Quand on s'adresse à un boulanger-pâtissier, en particulier artisan, il a l'habitude de dire « moi je ne fais pas de promotion, entre guillemets je ne brade pas mes produits ». Après quand on lui dit vous savez, est-ce que vous faites une formule déjeuner ? La personne dit oui et elle réalise que finalement elle en fait des promotions d'une certaine façon. Wafa, est-ce que vous êtes lancé dans cette approche? Est-ce qu'il y a quand même des avantages pour certains clients réguliers ou pour certaines offres particulières? Pour la formule, vous dites? Oui. Oui, de toute façon, on n'avait pas le choix. On était dedans même sans se rendre compte. Mais là, ces derniers mois, moi, je remarque que les gens prennent de moins en moins la pâtisserie. On propose sandwich, boisson, pâtisserie. Et la plupart de monde veulent plus de pâtisserie. Du coup, j'étais amenée à changer de formule, à faire une deuxième formule avec juste le sandwich ou la salade avec la boisson. Pour exclure le dessert. Pour exclure le dessert. Donc qui est plus accessible pour le consommateur, je suppose. Exactement. Et est-ce que vous êtes rentré dans le jeu des promotions produits multiples, par exemple le 3+1, etc. Non, pas du tout. C'était le cas dans l'enseigne dans laquelle vous étiez? Non plus, encore moins. Ouais. Non plus, mais j'ai l'impression que même à Paris, on n'est pas encore sur cette promotion. Oui. Pas de promotion à outrance. C'est plus en banlieue et ailleurs en province. Vous pensez qu'il y a un bon côté ou pas forcément un bon côté à se lancer là-dessus? Je vais dire, il y a des quartiers aussi. Moi, demain, si je mets 3 baguettes achetées, la 4e gratuite, ça n'intéresse personne parce que la plupart de mes clients, ils sont plus sur la demi-baguette que la baguette. Quoi. Donc, ils n'ont pas le réflexe de congeler aujourd'hui? Il a la boulangerie juste en bas de chez lui, pas besoin de congeler. Ouais. D'accord. Donc, vous n'êtes pas rentré encore dans cette dimension de promotion? Non, et je n'ai pas envie de rentrer dedans. Géraldine, sur la promotion, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients et qu'est-ce que vous conseillez de façon un petit peu générale? Oui, alors après, moi, je travaille effectivement avec des artisans indépendants et je les invite à ne pas se battre sur le prix, mais plutôt sur la qualité de produits et de services. Et là, il y a aussi des choses à faire sur le service. En boulangerie-pâtisserie, en termes de vente, d'équipe de vente, il y a de la formation qui serait la bienvenue sur pas mal de commerces. Après, la promotion, elle peut se faire sans forcément être sur un prix, mais sur la découverte d'un nouveau produit, expliquer le produit, le mettre en avant avec... en fait, il y a un manque souvent de communication sur le produit en lui-même, c'est-à-dire qu'il est mal défini, il n'a pas forcément de nom, la formule, elle n'est pas forcément attractive, les desserts sont les mêmes que ce soit une formule à 5, 7 ou 9 euros. Donc il y a tout un travail aussi de communication, de nom, d'environnement propice à la vente, en dehors de faire une promotion pure de réduction de prix. D'accord, donc il y a déjà cette démarche. Vous avez évoqué un thème qui est assez intéressant, sur lequel j'aimerais bien votre opinion à toutes les deux. C'est justement cette notion de lutte, en fait, de se positionner aujourd'hui dans un univers ultra concurrentiel. Ouais. Il y a la concurrence de la restauration rapide, mais il y a la concurrence aussi de toutes ces chaînes de boulangerie-pâtisserie, artisanales, j'entends. Ouais. Je ne parle pas des terminaux de cuisson, parce que je pense que dans l'esprit du consommateur, le décalage est en train de se créer.
Comment est-ce qu'il faut se positionner pour un boulanger-pâtissier pour être adapté à sa propre concurrence? Alors, c'est vrai qu'à Paris, en tout cas, on n'a pas cette difficulté-là de rencontrer des chaînes comme Marie Blachère, Feuillette, toutes ces choses-là. Mais en province, effectivement, c'est une vraie réalité. Donc, ce que je conseille, effectivement, c'est de promouvoir l'artisanat, mais de le montrer. C'est pas parce qu'on est boulanger qu'on fabrique toute sa viennoiserie maison. Et ça, il faut pas penser que le client le sait forcément. Il faut le mettre en valeur, il faut montrer son fournil, il faut faire des dégustations de pain, il faut expliquer ce que c'est le levain, ce qu'on met dans notre pain, le travail manuel, artisanal. Et ça, malheureusement, c'est pas assez souvent visible dans les boutiques. Donc, il y a vraiment tout un travail de communication, de transmission, en fait. Wafa, comment vous traitez la concurrence? Enfin, de quelle façon vous fonctionnez là-dessus? Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur notre métier, plus qu'autre chose. Alors, au lieu de perdre son temps à chercher à être meilleur en restauration, il vaut mieux se concentrer sur notre métier et que la restauration rapide vient en complément et que ça ne soit pas vraiment qu'une priorité. C'est très bien, ça nous apporte du chiffre, mais le plus important, c'est vraiment le client qu'on va voir plus souvent, c'est celui pour le pain. Il vient chez nous pour le pain et pour la viennoiserie. Donc ce que vous voulez dire, c'est que la boulangerie doit toujours prendre le pas sur la restauration rapide. Oui. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Alors en ce moment, c'est plus l'inverse. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des boulangeries qui ont basculé. Oui, maintenant c'est vraiment plus l'inverse. On le voit même sur le chiffre d'affaires. C'est la restauration qui prend le pas. Oui, exactement. Donc ça rejoint un deuxième sujet, c'est la consommation de pain. Oui. Ça veut donc dire que si elle prend le pas pour certaines boulangeries, c'est que le pain est moins acheté par le consommateur en boulangerie. Oui, bien sûr. Alors, moins acheté. D'accord, on va offrir un petit bout de pain avec la salade ou le plat. Ou des fois, carrément, j'ai des clients, ils disent non, de toute façon, moi, je veux pas de pain, je mange pas de pain. Et c'est pas ces clients qui vont me prendre une baguette avec le plat. D'accord. Donc, cette notion-là, vous le ressentez vous, dans votre point de vente? De plus en plus. Et est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être le cas chez vous ou pas, que dans l'univers de la boulangerie, la consommation est plus qualitative que quantitative? C'est-à-dire qu'on achète des baguettes ou des pains de meilleure qualité? Bien sûr, parce qu'en plus, à Paris, on a vraiment le choix. En bas de chez soi, on a souvent 3-4 boulangers. Alors, on a vraiment le choix. C'est pas comme en province, on a vraiment un boulanger. On va prendre la voiture pour aller chez lui. Là, à pied, on peut faire 50 mètres, 100 mètres. On a des boulangers. De votre côté, vous le ressentez, Géraldine, par rapport à vos clients, cette consommation de pain plus qualitative? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un report sur même les produits sans gluten, par exemple, des choses comme ça qui sont très demandées. Après, juste pour rebondir aussi sur les produits. Il est passé par là et c'est bizarre qu'il ne nous ait pas vus parce que pour le coup, allez-y. Voilà. Ah, formidable, magnifique. Vous nous rejoignez, on voit bien que vous avez pris des risques, hein. Merci. Allez-y, terminez. Oui, pour rebondir aussi sur les produits qui composent le menu, la pâtisserie. Donc effectivement, il y a un peu moins de consommation de pain, mais d'intégrer une pâtisserie dans un menu, ça permet aussi de faire découvrir le travail de pâtissier qu'il y a dans la boulangerie-pâtisserie. Qui est importante. Voilà. Bon, merci Rodolphe de nous avoir rejoints. Je vois que vous êtes mouillé pour nous. Merci, c'est très sympa. On en était justement où chacun on a fait un petit tour de la partie boulangère. Je voulais juste que vous puissiez nous présenter un tout petit peu la maison Landemaine avec les quelques diapos qui sont mis à votre disposition. Vous voyez ici. Et vous avez une petite télécommande en même temps. Voyez, bonjour à tous, je suis Rodolphe Landemaine. Je suis le fondateur de la maison Landemaine à Paris. C'est un petit réseau de boulangeries. On compte 13 établissements parisiens. On est présent à Tokyo, où on a 2 établissements. Voilà, on a commencé l'aventure en 2007 dans la rue de Clichy, dans le 9e arrondissement. Puis on s'est développé peu à peu autour d'une boulangerie pâtisserie haut de gamme complète avec les 4 secteurs principaux, la boulangerie, la viennoiserie, le traiteur et la pâtisserie. Voilà pour l'introduction. Donc notre positionnement, c'est plutôt sur un positionnement haut de gamme. On essaye de faire un petit peu, on essaye d'avoir des produits de très bonne qualité sur les 4 secteurs principaux que je viens de vous décrire. Et l'idée, c'est de faire revenir le client, de pas faire venir le client uniquement pour un produit,
mais plutôt d'avoir une boulangerie-pâtisserie de quartier complète, où le client peut à la fois manger un sandwich, une bonne viennoiserie le matin, une bonne baguette le soir quand il rentre du travail. Voilà, c'est une offre large et complète, sans être spécialiste d'un secteur en particulier. Ce qui est assez compliqué parfois à décrire quand on va à l'étranger, qu'on décrit exactement notre positionnement, parce qu'à l'étranger, les gens aiment bien qu'on soit spécialiste de quelque chose. Ouais, monoproduit ou qu'on ait un produit emblématique. Voilà. Ils aiment bien qu'on ait l'image soit d'un boulanger, soit d'un pâtissier, soit d'un chocolatier ou de ça. Pour autant, vous avez quand même quelques produits signatures que vous Oui, avez c'est vrai. évoqués. On a beaucoup travaillé autour de la tarterie, parce que c'était un secteur qui était un petit peu délaissé par les pâtissiers. Et puis, mais l'idée générale, c'était quand même de se dire, le client, il a une boulangerie pâtisserie de quartier, il n'est pas obligé d'aller dans des marques de renom pour se faire plaisir. On peut faire la même chose et on veut être complet. C'était ça l'idée. Bon. Après, nous, on fait toute notre viennoiserie en interne, ce qui est aujourd'hui assez rare, surtout pour des réseaux de boulangerie. Souvent, ils font appel ils outsourcent ce genre de produit, ce qui est dommage. Et nous, on a décidé de faire tout en interne. Donc, une des spécificités quand même de notre marque, c'est de faire 100% maison. Voilà. Ce qui est le cas d'Wafa aussi, hein, vous êtes dans la même configuration, vous avez fait un principe de vie. On parle un petit peu, c'est ce que je viens de... Oui, allez-y, voilà. Comme vous le sentez. Bon, mon parcours, moi Voilà. j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir, où j'ai tourné un petit peu sur le Tour de France pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai fait quelques belles maisons parisiennes afin de compléter ma formation, donc à la durée, au Bristol, dans des beaux établissements. Voilà. Et le début du réseau, c'est que ça commence Alors, quand le début du réseau, c'est début 2007 qu'on commence rue de Clichy. C'était il y a 9 ans. D'accord. On a un peu plus loin, vous nous montrerez quelques exemples. Allez, je vous laisse continuer un tout petit peu plus loin si vous voulez. Donc là, on expose un petit peu toutes les différents secteurs de notre offre. Suivant les entités, on a une répartition du chiffre d'affaires bien sûr qui est différente. Donc on ne se réserve pas un positionnement typique. On peut aller dans des quartiers beaucoup plus résidents et proposer une boulangerie-pâtisserie haut de gamme. On peut aller dans des quartiers un peu plus catering, c'est-à-dire un peu plus office, un peu plus bureau. Et là, on va élargir notre offre salée. En fait, c'est ça, ce qu'on veut, c'est pas s'ancrer dans un espèce de positionnement où on dirait, oui voilà, Maison Lendemain, c'est ça, on veut s'élargir, on s'adapte. C'est un petit peu C'est la la même chose c'est ce qu'on voit dans la diapo suivante, c'est la même chose pour votre offre déjeuner. Ouais. Elle est très large finalement, elle est très variée. Exactement. Il y a des boutiques où le pourcentage du snacking peut représenter jusqu'à 30%, donc on se rend compte quand même que les gens qui sont pressés de manger le midi et qui veulent manger pour pas trop cher affectionnent particulièrement la boulangerie encore de nos jours. Il y a même un petit effet vase communicant vers la boulangerie où les restaurateurs ont plus de mal et on se rend compte que quand le boulanger fait bien le boulot et qu'il offre une bonne formule à un prix correct, il draine pas mal de monde. Ce qui est plutôt bon signe pour ce secteur en particulier tout de moins. Oui, et qui finalement, comme il y a des vases communicantes, peut être aussi un bon signe pour la restauration rapide et pousse à se renouveler. C'est la vrai. restauration rapide à se renouveler. Hein. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, avec beaucoup de mutations, beaucoup de choses à faire adhérer sur les dernières années, beaucoup de petits détails qui font que l'offre varie beaucoup, la demande varie beaucoup et donc l'offre s'adapte et vice-versa. D'accord. Sur l'offre boisson standard. Après, ce que j'avais mis un petit peu plus loin, ce qu'on avait laissé, c'est quelques exemples d'implantation. Si on va un tout petit peu plus loin, voilà, ici. Ouais. Bon, déjà, là, il y a une spécificité qui a un de vos pains signature. Ça vaut le coup d'en parler, je pense aussi. Ouais. Alors, quand j'ai commencé à m'installer, en fait, je me suis dit qu'a priori, la boulangerie-pâtisserie, c'était quand même, le pain, c'était nourrissant, c'était pour nourrir des familles. Donc, j'étais dans des quartiers un petit peu plus populaires. J'ai fait un choix de ne pas aller tout de suite vers le centre de Paris, vers la rive gauche, où historiquement on a des familles un peu moins nombreuses et on a une concentration dans les secteurs qui sont un peu moindres et puis une concentration de bureaux qui est telle qui fait qu'on n'a pas forcément un environnement de résidents qui est très, très fort. Donc on a choisi d'abord de se développer dans le nord et dans l'est de Paris. On recherchait d'abord un trafic en vérité et une linéarité sur l'année. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ces quartiers-là, il y a une vie tout au long de l'année. Bon, maintenant, on revient un petit peu vers le centre parce qu'on va ouvrir dans le 5e arrondissement, là, dans 2 semaines, rue Monge. Et puis, c'est vrai que quand on commence à vouloir travailler à l'étranger avant de ce modèle, ils aiment bien qu'on soit un petit peu dans des secteurs un peu plus connus.
Et ce fameux pain là qu'on voit, qui est un pain au cacao, non, je crois, c'est ce pain qu'on voit à disposition, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, ça fait partie des petites variantes qui existent aujourd'hui. C'est un pain un peu plus healthy qu'une viennoiserie normale parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf. En fait, c'est une base de pain basique, donc eau, sel, farine, et dans lequel on a rajouté un peu de poudre de cacao et de chocolat, en éclat de chocolat. Et c'est vrai que c'est un peu moins gras qu'une viennoiserie. Donc c'est une petite variante, quelque chose qui peut se manger au goûter ou quelque chose qui peut se manger au petit déjeuner en alternative à une viennoiserie un peu grasse. Trouver des moyens pour attirer sur plusieurs axes différents. Ouais, les gens font un petit peu attention maintenant à pas mal de choses. Alors là, on voit une idée des implantations. J'ai mis quelques exemples après, vous voyez, qui sont illustrés. On voit bien que vous êtes rive droite, quoi, en fait. Hein. Rive droite. C'est assez évident. Alors, vous pouvez les passer, si vous voulez, les différents points de vente, les différents exemples que j'ai mis. Mais quand on va rue Monge et que rue Monge, il y a déjà un Kaiser, par exemple. Est-ce que c'est pas trop complexe de choisir l'implantation? Non. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça que je veux résumer? Bon, lui, il est déjà à l'opposé de la rue. Nous, on est du côté Gobelin et côté Mouffetard. On va pas se déclarer la guerre. Ouais. Et puis, non, c'était un coin de la rue qui était laissé un petit peu vacant. C'est un bel emplacement. On est content, franchement, d'arriver rive gauche. Et puis, on va s'adapter. On va étudier un petit peu comment la clientèle se comporte. Mais finalement, tout le monde a un petit peu les mêmes habitudes. Hein. Donc, les gammes de produits, en particulier pour l'offre déjeuner, parce que c'est un peu notre sujet. Alors là, en l'occurrence, on va faire légèrement varier, on va bouger un petit peu les curseurs parce que quand même, il faut une légère adaptation. Paris, c'est petit, chaque quartier a ses spécificités. Et en l'occurrence, dans cette partie de la rue Monge, en bas de la rue Monge, croisement Mouffetard-Gobelin, il y a pas mal d'universités, il y a pas mal de jeunes, d'étudiants. Alors, si on veut séduire cette clientèle-là, on va essayer d'avoir une boulangerie un peu plus... on va offrir des choses un peu plus, entre guillemets... pour les jeunes, des choses faciles à consommer, pas trop chères, mais propres à l'image de la boulangerie quand même. On ne veut pas s'écarter de ça. D'accord. Je termine sur ce sujet parce que là, effectivement, je mets les dernières implantations, hein, c'est celles qu'on peut voir défiler, effectivement, boulevard Beaumarchais, Pyrénées, puis donc le rue Monge dont vous venez de parler. Ouais. Mais il y a aussi des implantations japonaises. Ouais. Alors, comment on arrive de France au Japon? Comment on arrive à mettre en avant son positionnement? Est-ce que les produits sont différents? Est-ce que la proposition est différente? Parce que ma femme est japonaise déjà. Ça facilite, j'ai l'impression, tout de suite. Ouais. Et nous, ce qui fait la spécificité du groupe, c'est qu'on y est allé en direct. En fait, souvent, les gens, quand exportent leur savoir-faire, leur marque, leur brand... Passent par des importateurs, voilà, exactement. Ils passent par des intermédiaires qui exploitent, ils leur vendent un savoir-faire, si vous voulez. Nous, on y est allé en direct. Bon, ça a été un peu plus compliqué, mais on avait envie d'exploiter en direct là-bas. C'est un marché qui est... Bon, il se trouve que j'avais pas mal d'employés japonais dans mon groupe avant. Donc j'ai pu avoir tout de suite des piliers, des gens importants qui comprenaient l'esprit de l'entreprise et qui ont pu tout de suite savoir dans quelle direction on voulait aller au Japon. D'accord, donc ça, bon, c'était un vrai défi, ça s'est super bien passé, tant mieux. Et là, on est en train de planifier un développement à Tokyo. Ouais. D'accord, formidable. Alors, je reviens sur le sujet qui concernait un petit peu tout le monde, sur la dimension maintenant d'offre déjeuner, hein, sur laquelle on fait un focus. Et je vais vous poser la question à chacun. On a parlé de la dimension de formule. Ouais. Elle est indispensable dans une boulangerie. Et je vais rejoindre un peu ce qu'on avait vu avec Wafa. Est-ce qu'une seule formule suffit? Ou est-ce qu'aujourd'hui, pour satisfaire le consommateur, il n'en faut pas 2 voire 3? Je me doute que 10 formules, on se retrouverait dans un fast-food, mais est-ce qu'il ne faut pas envisager plusieurs formules? Moi, je réponds en premier. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour l'offre de boulangerie-pâtisserie, il faut une lecture simple. Donc 2-3 formules, ça passe, mais il faut quand même une lecture assez simple. Le consommateur, le midi, il est pressé. Dans une boulangerie, il sait qu'il y a une formule, mais il n'a pas envie de lire tout le carré noir et avec les additionnements, enfin les choses compliquées, tout ça. Il faut que ça soit une lecture assez simple. Donc 2-3 formules, ça me semble le bon équilibrage. Et si j'en ai 2, qu'est-ce qu'elles disent comme information? Pourquoi j'en aurais 2 et pas une seule? Parce que je pense que c'est bien justement d'avoir une formule d'accroche pour des petits portefeuilles comme les étudiants par exemple, qui n'ont pas toujours envie de manger un gâteau, qui veulent juste peut-être un sandwich, une boisson, des choses comme ça. Donc une formule un peu courte, une formule normale, standard, avec une offre sucrée à la fin du repas et peut-être après des choses un peu plus cossues pour ceux qui veulent manger une salade un peu plus compliquée, un peu plus travaillée, avec un dessert un peu plus travaillé qui sera encore la gamme au-dessus. Donc disons vous, d'un côté une formule éco, puis une formule premium un petit peu. Exactement. Une formule premium. Enfin, c'est la même chose de votre côté, la dimension de formule? Oui, c'est la même chose. Alors, je continue sur un sujet qui va vous concerner tous les deux. La pâtisserie. Vous avez dit que c'était un peu difficile aujourd'hui de placer de la pâtisserie dans le déjeuner, dans l'offre déjeuner. Enfin, il y a des consommateurs qui ne sont pas forcément intéressés.
Pour autant, nous, dans nos résultats, on sent un léger déclin de la pâtisserie familiale. Et également un renforcement des références de pâtisserie individuelle. Ça veut dire, grosso modo, pour résumer, on fait moins de pâtisserie individuelle en nombre et on vend moins de pâtisserie familiale. Oui. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, de votre côté? Oui, c'est ce qu'on ressent de plus en plus. Donc, ce qui veut dire qu'on quitte un peu le métier de pâtissier du boulanger. On quitte un peu le métier de pâtissier et de boulanger pour être restaurateur. C'est également le cas. Oui, c'est exactement ça. C'est comme vous avez dit au début, c'est pour ça qu'il y a plusieurs boulangers qui mettent la clé sous la porte maintenant parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Sur cette réalité-là. Oui. Rodolphe, vous aussi, de votre côté, la pâtisserie, vous êtes quand même plutôt adapté. Complètement, c'est vrai qu'il y a une mutation qui est en train de se faire des habitudes de consommation. Les gens n'ont plus envie de manger des gros gâteaux, des choses comme ça. Ça a commencé il y a 2, 3, 4 ans. Il y a une dizaine d'années, les gens commandaient des gros gâteaux pour les anniversaires, des choses comme ça. Mais ça, c'est une spécificité propre à Paris intramuros. Pour la proche banlieue et la province, c'est encore resté dans des ancrages un peu différents. Et je pense qu'aussi, il y a une envie de simplicité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de manger des choses... Enfin, on n'a pas envie, parce qu'on est tous consommateurs finalement, mais de manger des choses hyper complexes. On veut comprendre ce qu'on mange. Donc, moi, je prône plutôt une pâtisserie fraîche, très bien faite, mais assez simple. Et facile à consommer aussi, ça joue beaucoup pour les formules du midi, quoi. Voilà. Donc là, on a cette réalité par rapport à la pâtisserie. On a évoqué la promotion. On a évoqué, par votre intermédiaire et par celui de WAFA, la nécessité d'avoir une gamme large. Hein. Ouais. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir des produits emblématiques pour lesquels le boulanger, au bout d'un moment, avec une notoriété ou avec une proximité, se dit, ici, je sais que là, c'est le produit signature de la boulangerie? Bien sûr, tout le monde essaye de trouver un petit peu des signatures dans une brand, dans une marque ou dans un endroit, c'est obligatoire. Après, ça se fait naturellement finalement parce que je pense qu'il y a une sensibilité du chef d'entreprise qui dirige sa boîte vers certains chemins et puis après le client adhère et les produits signatures se font assez naturellement dans le temps finalement parce qu'on s'aperçoit que c'est des grosses ventes et que les gens adhèrent et aiment bien, quoi. Wafa, de votre côté, vous avez quand même des produits ou des plats signatures parce que vous êtes dans les plats aussi? Non, j'ai pas vraiment de produits signature. J'essaye de faire, de rester dans la tradition française, ne pas trop compliquer les choses, vraiment viennoiserie, gâteau, mais vraiment très très simple parce que le consommateur, quand il a envie de manger un bon gâteau bien compliqué, il va pas venir chez moi. Il y a bien des bons pâtissiers qui font ce genre très de très choses. bien ça. D'accord, vous n'êtes pas forcément... Voilà, nous c'est vraiment la pâtisserie boulangère. Et je termine sur un dernier sujet et après on laissera Géraldine aussi nous dérouler la notion de bonne pratique, on fera réagir nos participants, enfin nos intervenants. Non, je termine sur un dernier sujet pour vous, Wafa, et pour Rodolphe aussi. Vous savez, nous on suit beaucoup le marché américain parce qu'on est implanté aux États-Unis. Donc au même titre qu'on a vu la boulangerie en France émerger en offre déjeuner, la boulangerie aussi, telle qu'elle s'appelle boulangerie, aux États-Unis, même si c'est pas la même, elle a énormément progressé. Vous avez des concepts qui s'appellent un univers qui s'appelle le bakery café en fait, qui se retrouve avec plein d'enseignes et c'est souvent des enseignes. C'est des points de vente dans lesquels en fait le pain est tellement secondaire qu'il y a même des endroits où ils vendent même plus de pain à l'intérieur. Mais on est dans des endroits où on boit des boissons chaudes, on achète de la viennoiserie, on achète à déjeuner, etc. Ça devient des restaurants rapides. On dit que la France, dans 10 ans, ça pourrait ressembler à cet univers-là. Est-ce que ça vous semble possible? Et si c'était le cas, est-ce que ça serait un élément dommageable finalement? Parce qu'on va là où va le business et où vont les besoins. Oui, on va là où va le business, je suis d'accord. Mais il ne faut pas perdre de vue vraiment notre métier. Alors, aux États-Unis, moi, je suis en train de monter une boulangerie aux États-Unis, à Austin. Et ils sont vraiment à la recherche de la bonne baguette française, le bon croissant français. Donc, l'authenticité. Ça perdra jamais sa place dans le monde entier, je pense. De votre côté, Rodolphe, le bakery café, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la boulangerie, elle va muter à la vitesse grand V dans les 10-20 prochaines années. Et que l'offre va s'élargir et le pain va se dissiper au milieu d'autres métiers et que les gens mangent pas forcément moins de pain, mais moins de pain type boulanger comme on le voit habituellement, avec des pains mous, des pains de mie, des burgers, des choses comme ça. Donc ils mangent pas moins en quantité de pain, mais ils mangent un pain différent qui a tendance à être un peu plus mou. Donc je pense que clairement l'offre boulangerie standard d'il y a 10-15 ans, ce sera plus du tout la même dans 10 ans. Et pour terminer, cette offre boulangère dans 5 ans, dans 10 ans,
de restauration, hein, cette offre de restauration Ouais. boulangère, vous la voyez évoluer ou est-ce qu'il faut rester sur le boulanger avec ses sandwichs authentiques, son jambon beurre ancestral auquel on est attaché quand on va dans une boulangerie? Non, il faut rester sur les marqueurs qui sont les marqueurs de la boulangerie, ça c'est très important parce que beaucoup de différents commerces émergent un peu partout et le consommateur qui décide de manger un jour italien, un jour libanais, enfin, peu importe, quand il va dans une boulangerie, il y va parce qu'il sait ce qu'il va trouver et il connaît les produits de base qu'il veut consommer aujourd'hui. Donc ça, il faut les garder. Il faut en fait transformer mais garder les marqueurs et l'identité. Transformer en gardant l'ancien en fait. Wafa, vous voyez comment évoluer sous 5 ans votre boulangerie telle que vous la proposez? Est-ce que vous allez faire évoluer les choses ou vous voyez plutôt une base à maintenir? En fait, il faut vraiment garder les bases, évoluer surtout en qualité. Alors là, par exemple, si on est sur les plats du jour, je vais essayer d'être encore meilleur en plats du jour, mais garder vraiment les bases. Après, on ne peut pas trop concurrencer, comme il a dit Rodolphe. Je ne vais pas proposer libanais ou japonais dans ma boulangerie parce que celui qui a envie de manger ça, il ne va pas venir chez moi. Il vient chez moi parce qu'il a envie de trouver un bon jambon beurre, il a envie de trouver une bonne quiche lorraine, ce qu'il ne va pas trouver ailleurs. D'accord. Géraldine, vous vouliez nous rajouter quelques informations complémentaires sur la notion de bonnes pratiques, hein, les bonnes pratiques à appliquer en boulangerie, pâtisserie, en particulier sur l'offre déjeuner. Je vous laisse et puis on fera réagir nos bonnes intervenants sur le sujet. Après, c'est quelques petits exemples. Il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez mettre en application. L'idée, c'est de bien comprendre que, notamment dans la boulangerie, avec une amplitude horaire qui est très large, du coup, vraiment en différence avec des sandwicheries ou une offre snacking différente, c'est que vous avez vraiment de nombreux instants de consommation et qu'il ne faut pas hésiter à les mettre en valeur et à avoir des produits adaptés et au bon endroit, au bon moment. Pour cela, il faut utiliser effectivement des outils de communication comme le stop trottoir, comme les PLV, comme la zone de caisse qui est aussi très propice aux achats d'impulsion, et pas hésiter à faire tourner vos produits pour que la ficelle apéro elle soit mise en avant un petit peu avant l'heure du déjeuner et un petit peu avant l'heure du dîner. Et ça, c'est pour tous les produits sucrés ou salés. De bien aussi identifier qu'un client de snacking du midi a un temps qui est très limité. La pause déjeuner se raccourcit de plus en plus. C'est que du coup, vous avez une gestion de cette file d'attente à bien envisager avec peut-être deux endroits différents entre ceux qui veulent acheter toujours leur pain et ceux qui veulent acheter les formules déjeuner. Tout comme on peut le faire aussi le week-end entre ceux qui veulent toujours acheter une baguette et ceux qui veulent acheter de la pâtisserie pour lequel la commande va être plus longue. Donc de bien gérer cette file d'attente. Après, il y a plein d'outils aussi technologiques qui permettent du click and collect, etc., de gérer aussi ça qui sont à prendre en considération. Et puis, si vous avez l'accueil, il y a vraiment aussi cette intention de l'équipe de vente de faire avancer, de la gérer à l'intérieur pour que elle ne dépasse pas trop l'extérieur et qu'elle ne soit pas on se dise ah oui il y a du monde donc c'est bon, mais pas il y a trop de monde, je vais attendre, je choisis un autre commerce. Une autre petite pratique à bien comprendre, c'est qu'il y a besoin aussi notamment sur la gamme de snacking, quelle est une identité, qu'on soit dans du traditionnel mais avec de la créativité, mais surtout qu'elle soit nommée, identifiée, que les menus aient vraiment une visibilité, qu'on comprenne bien quel dessert je peux prendre dans cette formule, quelle boisson, et puis d'avoir des matières premières qui soient choisies, variées avec des garnitures différentes en fonction des pains. Et puis quelque chose que je remarque très régulièrement, c'est l'idée de prix de revient, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un sandwich avec ce qu'on veut dedans, les quantités qui diffèrent en fonction de la personne qui fait le sandwich. Le prix de revient a vraiment une importance pour votre marge. Je rencontre souvent aussi des sandwichers qui mettent un peu ce qu'ils veulent en fonction de aujourd'hui j'ai du guacamole, demain je mettrai des pommes de terre. La clientèle, elle cherche de la régularité et ça c'est très important dans tout commerce, mais encore plus quand on produit sa propre fabrication, d'avoir quelque chose de linéaire, de quantifié, de qualifié pour pouvoir avoir toujours cette idée de rentabilité. Donc Wafa parlait de fiches techniques, ça me paraît être indispensable, surtout avec du personnel qui est aussi dans malheureusement pas mal de turnover, donc d'avoir quelque chose de bien précis.
Merci. Alors, je voulais vous faire réagir, Wafa et Rodolphe, mais en particulier parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y en a un qui est intéressant et qui va concerner des points de vente d'exploitants de la restauration rapide aussi. C'est la gestion des flux et la communication autour de la gestion de ces flux-là. On a bien noté, nous, dans les informations qu'on peut publier, que en fait, un consommateur qui vient dans une sandwicherie, il a besoin d'être servi rapidement. Un consommateur qui vient dans une boulangerie-pâtisserie, il croit qu'il peut acheter son sandwich à la même vitesse qu'il achète son pain. Donc il doit être servi encore plus rapidement, j'ai envie de dire. Donc l'enjeu, il est multiplié par 2 et par 3. Pour autant, comment est-ce qu'on arrive à la fois à gérer les flux et à communiquer quelque chose, un message à destination de son consommateur qui parfois vient devant votre caisse, vous demande s'il y a une formule et ça a été écrit 6 fois sur le chemin. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette flux, cette rapidité et en même temps arriver à communiquer un message? C'est quoi votre truc, vous, Wafa? Il faut être... d'habitude, on est 2. Il y a 2 vendeuses matin et 2 vendeuses le soir. À midi, on est 5. Tout simplement. D'accord. Et comme elle a dit Géraldine, avec 2 files d'attente. La file d'attente pour le snacking et la file d'attente pour le pain. Et parler en permanence, travailler en même temps et servir en même temps et encaisser en même temps. Rodolphe, de votre côté, comment vous faites? Vous êtes d'accord avec ce phénomène-là et comment vous faites? Moi, je pense qu'il y a des moments dans la journée pour communiquer. Et en l'occurrence, dans le rush du midi, nous, on évite la communication parce que les gens ne sont pas réceptifs. Ils veulent que ça aille vite, ils sont en train de parler à leurs collègues et machinalement ils vont poser des questions dont ils connaissent déjà la réponse. Donc je pense qu'il faut mieux répondre de façon concise et précise, servir au mieux, le plus rapidement, sans trop échanger. Et puis dans des moments où le client il a envie de parler, le dimanche matin, le soir quand il rentre du travail, là il y a des moments pour communiquer. Mais je ne pense pas que ce soit dans le rush du midi que ce soit le bon moment pour communiquer. Pour autant, et là j'invite les personnes qui sont là à se préparer si elles ont des questions à poser à nos participants. C'est une occasion de valider certaines interrogations que vous puissiez avoir sur l'univers de la sandwicherie. Pour autant, on attend quand même une qualité de service et une qualité d'accueil qui est un peu au-dessus de la moyenne pour une boulangerie. Comment est-ce qu'on arrive, Rodolphe, quand on multiplie les points de vente, pour maintenir cette qualité d'accueil, parce qu'à chaque fois, il faut recruter du personnel qui soit complètement adapté. Ce n'est pas toujours facile, en fait. Et quelles sont les directives qu'on doit donner à ce personnel-là? Alors, ça, c'est la grosse problématique, entre guillemets, française. C'est que nous, on n'a pas une culture du service, naturellement. Donc, on ne considère pas que le service, en soi, c'est un métier. Je dis ça parce que j'entreprends au Japon et que là-bas, c'est un vrai métier à part entière. Ah oui, c'est une activité, quoi. C'est un vrai job. Il faut le faire bien. Et en France, on le fait, mais on le fait par défaut. Donc, tout le monde déteste se faire mal servir, mais paradoxalement, quand ils sont de l'autre côté, ils ne prennent pas soin parfois de faire attention. Ouais. Donc, c'est un peu le point d'orgue du commerce aujourd'hui, c'est d'arriver à accroître un petit peu une clientèle et à conserver une espèce d'humanité un petit peu dans ce commerce, de garder une relation entre le client et le commerce. Et je ne vous cache pas que c'est pas toujours facile. Voilà. Wafa, de votre côté, la qualité de l'accueil, on voit déjà que vous êtes hyper souriante, donc ça doit jouer, mais c'est les autres personnes qui travaillent avec vous sur lesquelles. Oui, non, heureusement, j'ai que des personnes souriantes. Alors, il faut dire que maintenant, en boulangerie, c'est le seul endroit où on peut encore parler avec des gens. C'est-à-dire, on va au supermarché, c'est des caisses automatiques. On n'a plus personne avec qui discuter. Alors, il y a des gens qui, comme il a dit Rodolphe, entre midi et 14h, ils n'ont pas envie de parler ou ils sont en train de parler avec leurs collègues. Mais les résidents, surtout les personnes qui vivent seules, ils attendent le moment de venir en boulangerie pour nous raconter leur journée, les enfants. Ce qu'on appelle la boulangerie-pharmacie, quoi, en fait. Exactement. Ça, c'est tous les jours. Alors, ça, c'est... il faut les écouter. Il faut former les vendeuses à les écouter, à les répondre. Et en même temps, les expédier aussi un petit peu. Oui, il faut les mettre sur le côté un petit peu, le temps de servir les autres. Donc c'est tout un challenge. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, des personnes qui voudraient poser des questions à nos participants? Je vous rassure, je vous laisse le temps de réfléchir parce que j'en ai encore une en tête. Donc je vais pouvoir la poser, mais je vous laisse y réfléchir de votre côté. Alors moi j'en ai une qui est super, parce que c'est bien une question de conclusion par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous on note que 8% des déjeuners sont servis en boulangerie-pâtisserie. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, voilà, sur 100% des déjeuners, 8% sont servis en boulangerie-pâtisserie. Sur 100% des dîners, et 38% sont servis à la maison.
Donc vous voyez un petit peu ce que représente. Et 8% pareil pour la restauration à table. Donc il y a une concurrence assez forte de la boulangerie-pâtisserie avec toute forme de restauration. Par contre, le soir, 3% des dîners uniquement sont pris en boulangerie-pâtisserie. Et encore, je pense que les gens qui nous ont répondu ont dû probablement inclure la baguette qu'ils emportent sur le chemin. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une place pour la restauration du soir en boulangerie-pâtisserie. Alors Wafa, vous êtes très emblématique de ça. Est-ce que vous la sentez progresser? Est-ce que vous sentez que les mentalités sont en train d'accepter l'idée d'acheter son dîner à emporter en boulangerie-pâtisserie? C'est pas vraiment ça encore. C'est pas vraiment ça encore, monsieur. Tant mieux, parce que si on déjeune à l'extérieur et on dîne à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait à la maison, quoi? Bien sûr, mais vous pensez que ça progresse? Sans plus. D'accord. Rodolphe, de votre côté, le dîner, puis on Moi, peut je peut-être rejoins même... Wafa, je pense que les gens, quand ils rentrent, ils ont envie de dîner avec leur famille ou leurs proches. Donc, c'est plutôt réservé à une clientèle un peu de célibataires, de gens qui veulent manger rapidement, qui n'ont pas envie de cuisiner pour eux-mêmes ou des choses comme ça, mais ça reste anecdotique. C'est plus du dépannage finalement. Pas encore de véritable offre de dîner c'est pas des à emporter. mœurs, c'est pas rentrer dans les mœurs, non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je laisse une... Voilà, merci. Je savais qu'il fallait que je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Bonjour. Ma question s'adresse essentiellement à Monsieur Landemaine, car c'est un problème de croissance et de gestion de croissance. Je voulais savoir comment vous arrivez à gérer votre croissance en termes de ressources humaines essentiellement, pour recruter, former, pour que les gens soient à l'image de votre enseigne. Ouais, c'est une bonne question. Bah, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Exploiter une boulangerie-pâtisserie, être derrière et être avec les gars, c'est déjà difficile. Mais après, quand vous multipliez les points de vente, vous dupliquez du savoir. Donc vous devez avoir, il y a une notion humaine qui est très forte derrière. Et en fait, tout repose sur les hommes. C'est savoir s'entourer des personnes compétentes, leur donner les clés d'un secteur à gérer, par exemple la boulangerie ou la pâtisserie ou la gestion des vendeuses. Enfin, le key point, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes autour de soi, compétentes, qui soient capables de gérer un pan entier et le faire bien à l'image de l'entreprise. C'est la problématique la plus dure, bien sûr, dans nos métiers, parce que ce n'est pas des métiers qui attirent forcément les jeunes, c'est des métiers durs. Donc on a tous à peu près les mêmes problématiques, que ce soit la petite boulangerie en province ou que ce soit un réseau de boulangeries parisien. Le point d'orgue, ça reste les employés, ça reste la qualité des employés et la transmission de l'idée que vous faites de votre entreprise. Donc on duplique et on a des hommes liges qui sont là, on leur transmet nos idées, notre façon de voir les choses, et eux à leur tour ils transmettent, c'est pyramidal, quoi. Justement, Rodolphe, juste une question. Pour la notion de développement, on parle du don d'ubiquité du boulanger multifond, hein, celui qui en a plusieurs. À partir de combien ce don d'ubiquité est absolument impossible? Je pense que le point d'orgue, c'est quand même 4 fonds de commerce. D'accord. 3, c'est encore gérable, ça veut dire. 3, vous arrivez encore à dépanner, à pouvoir sauter dans la barque, sauver les meubles quand ça brûle quelque part, faire le pompier en l'occurrence. Mais à partir de 4, non, vous ne pouvez plus être le sauveteur, vous devez piloter d'une façon complètement différente. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, merci pour la qualité des échanges là qu'on a pu avoir avec vous. Moi, j'avais une question qui était un peu d'ordre général, que ce soit en boulangerie ou pour l'offre snacking. Comment vous voyez l'avenir, ne serait-ce que pour les petits artisans qui ont du mal à s'accrocher au wagon aujourd'hui des nouvelles technologies, du développement, de la communication? Comment vous l'envisagez? Quel sera l'avenir en fin de compte? Est-ce qu'il y aura simplement des grands groupes qui pourront gérer toute cette offre, ou il y aura encore un peu de place pour le petit artisan? Alors moi je suis vraiment pessimiste, désolée, mais je me dis dans quelques années, de toute façon on le voit, tous les jours il y a des boulangers qui mettent la clé sous la porte. Dans quelques années il y aura les très très bons boulangers, comme Landemaine, les bons boulangers et les grandes surfaces et les terminaux de cuisson. Géraldine, vous avez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, votre vision?
C'est vrai que l'artisan ne peut plus fonctionner comme il l'a fait il y a 10-20 ans. Les nouveaux profils ont plutôt une orientation très entrepreneur et c'est ce qu'on demande. Il y a une grosse partie de gestion à bien maîtriser. Le monsieur parlait de la question de la masse salariale des salariés. Donc on attend maintenant d'un artisan qui fonctionne des fonctions de management, de gestionnaire, d'entrepreneur et c'est malheureusement indispensable pour avoir un commerce prospère à l'heure actuelle. Ouais. On en prend une dernière. S'il y a une dernière question dans l'assistance. Une fois, 2 fois, 3 fois. Écoutez, on peut remercier chacun de nos intervenants et les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci Wafa, merci Rodolphe, merci Géraldine. Ils vont rester 2-3 minutes si c'est possible, si vous avez des questions, mais ils resteront pas non plus une demi-heure, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des questions directes qui peuvent durer une demi-heure, mais ils vont rester 2-3 minutes. On se retrouve d'ici 5 minutes, avec un petit peu de retard, pour parler du snacking de demain, les nouvelles tendances et ce qu'il faut s'attendre en partant des tendances actuelles. A tout de suite.